Madeleine Stratford, professeure au département d'études langagières de l'Université du Québec en Outaouais. Après avoir étudié les langues modernes et la littérature allemande, elle a obtenu un doctorat en traductologie de l'Université Laval en 2010. Elle a enseigné l'allemand à l'Université McGill et à l'Université Laval. Elle enseigne maintenant la traductologie, la traduction littéraire et la traduction générale à l'UQO. Elle se spécialise dans la traduction de la poésie contemporaine. En 2007, elle a reçu le prix Vinet et d'Arbelnet, de l'Association canadienne de traductologie pour son article, et là encore, je vais massacrer des prénoms ou des noms, Pizarnik Through Levine's Looking Glass, How Subversive is the Scribe, publié dans la revue TTR, volume 19, numéro 2. Son premier recueil de poésie, Des mots dans la neige, est paru en 2009 en France aux éditions Anagramme. Sa traduction française du recueil intitulé Ce qu'il faut dire à des fissures, Lo que hay que decir tiene grietas de l'Uruguayenne Tatiana Oroño est paru en juin 2012 à Paris aux éditions de L'Oreille du Loup. Et sa conférence d'aujourd'hui s'intitule Traduire la poésie, une expérience extrême avec des points de suspension. Donc, je vais lui céder la parole et je rappelle qu'on enregistre et que ce sera disponible après en balado-diffusion. Ça va si je parle comme ça? Oui. On m'a très bien présenté. J'aimerais débuter en remerciant infiniment les organisateurs de Salon Double ici, Brigitte, Pierre-Luc, de m'avoir invité à m'entretenir avec vous d'un sujet qui me passionne, la traduction poétique. Vous savez, quand on m'a invité à vous parler ici, on m'a dit Salon Double s'intéresse à l'extrême contemporain en littérature. Je me suis dit, parfait. Je traduis de la poésie extrêmement contemporaine et c'est sans contredit pour moi une expérience extrême. Ça va bien? Et c'en est une à plusieurs égards, du point de vue de Monsieur Tout-le-Monde, comme on pourra le voir tout à l'heure, comme du point de vue des théoriciens de la littérature et de la traduction. Peut-être n'avez-vous pas lu le résumé de ma conférence, donc pour vous situer un peu, je vais aborder d'abord ma vision de l'acte de traduction de la poésie contemporaine, une vision bien sûr qui est alimentée par mes lectures théoriques, un doctorat. Imaginez-vous, ça se fait et ça ne s'oublie pas, à mon grand étonnement. L'acte de traduction de la poésie contemporaine, donc, avec ce que cet acte comporte en soi de différent, voire de téméraire par rapport à la traduction d'autres types de textes. Et je vais enchaîner avec un cas de figure. Je vais vous parler quelques minutes de ma traduction française du recueil de la poète uruguayenne Tatiana Oroño, dont on vient tout juste de parler. Je vais exposer un peu en quoi cette expérience m'est apparue extrême en lien avec le contexte original dans lequel est née la traduction, la nature particulière des textes à traduire et les échanges intenses que j'ai eus avec la poète au tout début et au terme du processus. La première question qu'on me pose quand je dis que je traduis de la poésie est pourquoi donc? Traduire la poésie, c'est une expérience extrême parce qu'aux yeux de la grande majorité des gens, cela semble être un acte vain, voire carrément inutile. Traduire de la poésie, c'est jusqu'à un certain point, donc, aller à contre-courant. Dans la langue originale, déjà, la poésie se vend peu. Et on peut supposer, comme le font la plupart des gens, qu'elle se dirige à un public restreint, souvent considéré un peu intello, politiquement engagé ou fleur bleue. Et détrompez-vous, traduire des poèmes n'est pas une activité lucrative, et ce, même si ce genre est le mieux rémunéré par le programme d'aide à la traduction littéraire du Conseil des arts. Quand un livre est financé par le Conseil des arts, le traducteur reçoit 25 sous du mot quand c'est de la poésie, comparativement à 20 sous du mot quand c'est du théâtre et 18 sous du mot pour les autres genres. Mais quand on pense qu'un recueil de poésie qui fait, disons, 6000 mots peut prendre 1 an à traduire ou plus, enfin, vous voyez où je veux en venir. Pourquoi donc voudrait-on traduire des poèmes? Aux sceptiques, je répondrai, on traduit de la poésie parce qu'on aime la poésie ou qu'on aime les poètes qu'on traduit, qu'on veut les partager avec tout le monde, par amour. Saviez-vous qu'une centaine de recueils et d'anthologies de poésie québécoise de langue française ont paru en traduction espagnole en Amérique latine entre 1980 et 2010? C'est quand même un bon nombre de livres pour un genre impopulaire et pour une petite province.
C'est peut-être un peu parce que le Québec aime ses poètes qu'il les exporte ainsi, et c'est peut-être parce que les gens en Amérique latine nous aiment un peu qu'ils nous traduisent. Parce que quand on aime la poésie, on se rend vite compte qu'un poème, de par sa nature même, demande à être entendu, ressenti, mais surtout interprété. C'est peut-être le genre littéraire le plus concentré, le plus hermétique parfois, le plus intense. A fortiori, un poème donne lieu à de nombreuses lectures. Il va donc de soi qu'il inspire plusieurs traductions distinctes, produites de façon consécutive ou simultanée, publiées ou non, que leur auteur original connaisse ou non les versions, et que l'auteur, même des traductions, soit au courant qu'il en existe d'autres. En fait, un poème peut être si polysémique qu'une même traductrice est susceptible de l'interpréter et de le transposer de multiples façons. Voilà probablement pourquoi Albert Schneider considère, et je cite, qu'une traduction de poème n'est jamais terminée. L'auteur s'arrête à une certaine solution, c'est tout. Vous savez, le fait qu'une traductrice se soit arrêtée à une certaine solution ne signifie pas pour autant que ce soit tout, car rien n'empêche une nouvelle traductrice de contribuer, elle aussi, au processus jamais terminé de la traduction du poème. Une autre observation qu'on me fait fréquemment quand je dis que je traduis de la poésie est la suivante. Ce doit être vraiment difficile de traduire des rimes. Ce à quoi je réponds du tac au tac, la poésie que je traduis ne rime pas. Un silence gêné s'ensuit immanquablement. Mais, me demande-t-on quand on l'ose, à quoi reconnaît-on un poème sinon à ses rimes? Beaucoup de théoriciens n'expliquent pas systématiquement en quoi consiste le caractère poétique des textes qu'ils regroupent sous l'appellation de poème. Or, la façon dont la traductrice conçoit le genre poétique aura une grande influence sur sa façon de traduire des poèmes. On ne peut pas définir la poésie en termes de longueur, puisqu'il existe des poèmes ne comptant qu'un seul mot et d'autres s'étirant sur des dizaines de pages. Il est tout aussi impossible de définir le genre en vertu des canons de la versification, car en poésie contemporaine, plus elle est extrême, plus elle est contemporaine, la strophe, le vers et souvent même le mot libre sont rois, sans compter l'existence du poème en prose qui, lui, fait éclater les frontières génériques. Bon, un poème étant d'abord un texte, la matière première dont il est construit est la langue. Ainsi, la traduction d'un poème constitue, à première vue du moins, elle aussi, une opération de nature linguistique, impliquant le transfert d'un certain contenu d'une langue à une autre. Jusque-là, ça va bien? À ce sujet, Antoine Berman, dont je pourrais peut-être dire qu'il est mon maître à penser en traductologie, c'est un herméneute. Antoine Berman, donc, fait remarquer qu'aucun discours littéraire n'est jamais entièrement conforme à la norme, son individualité étant définie par les possibilités qu'offre la langue à l'auteur et par les libertés que ce dernier prend avec elle. De ce point de vue, le discours littéraire est toujours étranger, non seulement en regard de la langue d'arrivée lorsqu'il est traduit, mais aussi, partiellement, en regard de la sienne propre. En effet, Berman postule que tout texte littéraire est construit dans un certain écart à sa langue. Il semble donc que la voix du poème se fasse d'abord entendre dans un traitement personnalisé, voire inusité, de la syntaxe, de la ponctuation, du lexique source, autant de détails que la traductrice de poésie doit être en mesure de repérer dans les poèmes qu'elle veut recréer. Or, s'il est vrai que tous les auteurs, poètes ou non, prennent des libertés avec leur langue à un degré plus ou moins important, Hugo Friedrich précise que les poètes modernes et contemporains cherchent consciemment à surprendre et à déconcerter le lecteur. En effet, Friedrich explique qu'ils font carrément exprès, et je cite, pour introduire des éléments de trouble, de rupture absolue, d'étrangeté, refusant toute norme. Fin de citation. Sans doute le style anormal du langage nouveau du poète provoquera-t-il le même état de choc chez la traductrice que celui que Friedrich remarque chez le lecteur de ses poèmes. Cependant, la traductrice doit vite se remettre de ce choc initial si elle désire reproduire un effet similaire à l'original.
Comme Monsieur Tout-le-Monde, beaucoup de théoriciens de la traduction poétique considèrent que forme est synonyme de prosodie. Il s'ensuit que ceux-ci accordent une importance souveraine au traitement prosodique du poème original et à sa recréation dans la langue cible. Loin de moi l'idée de nier que la poésie a pris naissance avant tout comme littérature orale. Cependant, il y a déjà longtemps que la poésie a cessé d'être un art de transmission uniquement orale. De nos jours, l'acte de lire un poème, souvent, est plutôt discret, silencieux, solitaire. La lecture d'un poème contemporain en appellerait premièrement à la vue et seulement ensuite, et même pas toujours à l'ouïe. En effet, comme l'explique Monique Lederach, et je cite, « La poésie paraît imprimée. C'est l'œil qui la découvre, et le lecteur, s'il ne lit pas à voix haute, n'a pas toujours la capacité ou le goût de la formuler debout dans sa tête à la manière dont un musicien sait lire une partition. » Fin de citation. Il paraît donc souhaitable pour la traductrice et la traductologue de considérer le poème non seulement en tant que manifestation orale, mais aussi comme objet écrit. Étonnamment, peu de traducteurs semblent s'intéresser réellement aux significations potentielles de l'aspect spatial du poème, à sa disposition sur la page, qui peut pourtant influer sur son contenu sémantique et rythmique. D'ailleurs, parmi les traducteurs et traductologues qui mentionnent l'aspect spatial du poème, plusieurs le relèguent au second plan, comme une sous-catégorie de l'aspect sonore, accordant à la mise en page du poème une valeur de notation en vue d'une éventuelle lecture à voix haute. Selon John Hollander, cette tendance à accorder systématiquement plus d'importance à l'aspect sonore du poème plutôt qu'à son aspect spatial ne date pas d'hier. En réalité, elle prendrait sa source dans l'Antiquité, où l'on avait établi une parfaite relation d'identité entre musique et poésie. Même si de nos jours, explique Hollander, on ne confond plus ces deux arts, la volonté d'identifier la poésie à la musique, à un médium sonore, persiste chez les théoriciens. Le fait est, par contre, qu'il y a longtemps que les poètes usent de procédés visuels réservés au lecteur, imperceptibles à l'auditeur d'un poème. Eleanor Bradford rassemble sous le terme de poétique silencieuse, silent poetics, toutes les techniques faisant appel uniquement ou avant tout à l'œil, comme la rime visuelle, par exemple, et l'enjambement inaudible. Selon Bradford, ces poétiques silencieuses existent depuis bon nombre d'années, mais elles ont souvent été mises de côté par la critique. Pourtant, explique Laurence Bougaud, je cite, « Si le vers s'abstenait déjà de noircir tout l'espace de la page, la poésie moderne semble encore accentuer ses ruptures visuelles dans le tissu de l'écriture. » Fin de citation. Elle fait valoir que ces blancs typographiques, en plus de contribuer à la polysémie du texte, participent également à la création de son rythme. L'aspect spatial du poème contemporain aurait donc des répercussions à la fois sur son contenu sémantique et sur sa trame sonore. Ainsi, dire qu'un vers est libre équivaut, selon John Hollander, à ne rien dire du tout si l'on n'examine pas l'aspect physique de ce vers. Contrairement aux formes fixes traditionnelles, construites à partir d'une série de règles à suivre, Hollander dit que nous faisons face aujourd'hui à une pluralité de poétiques souvent contradictoires. En fait, il existe selon lui une telle anarchie dans les styles poétiques qu'on est tenté d'identifier comme poème tout texte qui affirme en être un. Michel Sandras va un peu plus loin et se demande même s'il n'incomberait pas carrément au lecteur de décider lui-même si tel texte est un poème ou non pour lui, que ce texte prétende ou non être un poème. Décidément, rien ne va plus lorsqu'on s'attaque à la poésie contemporaine, dont la nature semble réfractaire à toute définition claire. Peut-être est-ce pour cette raison qu'Andrei Bantas suggère qu'il est finalement plus facile de traduire des formes fixes, que l'on peut au moins identifier et décrire de façon systématique. Ce n'est donc pas un hasard si c'est la traduction de la poésie contemporaine qui se révèle un des sports traductifs les plus extrêmes. Au bout du compte, il semble que la poésie d'un texte relève d'une intense exploitation de la langue sous trois facettes principales: sémantique, phonique, graphique. D'abord, il y a l'aspect conceptuel qui concerne le message des mots et le travail personnalisé d'un poète sur sa langue. Un poème est composé avant tout de signes linguistiques agencés de façon personnalisée, parfois inhabituelle, voire agrammaticale, mais qui ne sont jamais pour autant vides de sens.
Comme le texte en prose, le poème transmet lui aussi toujours quelque chose au lecteur, même s'il est parfois difficile de savoir exactement ce dont il s'agit. Ensuite, il y a l'aspect sonore, car tout poème, c'est vrai, peu importe sa forme, présente toujours un certain travail phonique. Par exemple, il va faire entendre au lecteur, dans sa tête ou réellement s'il le lit à voix haute, le rythme des syllabes et l'harmonie ou la cacophonie des consonnes et des voyelles. Et certains mots n'ayant normalement aucun lien sémantique peuvent se trouver liés, comme par magie, par des ressemblances phoniques. Enfin, dès qu'il pose sa plume sur la page, le poète crée une entité concrète, visible dans l'espace. Cet aspect spatial concerne le dessin graphique des strophes, des vers et des mots ou blocs de mots imprimés sur la feuille, ponctués de signes orthographiques et d'espaces blancs. John Leonard identifie notamment jusqu'à 8 niveaux de ponctuation, allant de la lettre elle-même au livre en entier, alors qu'Eleanor Berry relève non moins de 12 fonctions potentielles du traitement poétique de l'espace. Cette profusion donne à penser que la spatialité du poème contribue de façon substantielle à sa signifiance globale, qu'il soit versifié ou non, de forme fixe ou non. À partir de ces observations, il paraît évident que le poème n'est pas une structure musico-sémantique binaire, mais plutôt une structure musico-graphico-sémantique ternaire. Par conséquent, la poéticité d'un texte source, que l'on devrait en principe pouvoir retrouver dans sa ou ses traductions, se situe selon moi à 3 niveaux. Celui du concept, sémantique, celui du son, phonique, et celui de l'image, graphique. Pour moi, ce qu'il s'agit de reproduire dans mes traductions est ce caractère unique du poème, né de l'interdépendance entre les 3 aspects qu'il compose. Pris en bloc, le poème est un tout parfois difficile, voire impossible à appréhender. Toutefois, chacun des côtés de ce triangle constitue, selon moi, une porte permettant à la traductrice d'entrer dans le poème source et d'en cerner la particularité qu'elle pourra ensuite tenter de reproduire, recréer ou ressusciter dans la langue cible. Traduire la poésie est une expérience de l'extrême, car la traductrice de poèmes, contrairement au traducteur de textes pragmatiques, par exemple, doit se fier souvent à son cœur plus qu'à sa tête. Une trop grande fixation sur les mots, leur signification du dictionnaire, peut vite emprisonner la traductrice de poésie, la bâillonner. Au lieu de s'arrêter aux entrées lexicologiques et à leur agencement, il s'agit de s'attarder à l'émotion que la lecture du poème fait naître en soi. Françoise Wilmart résume cette idée lorsqu'elle écrit qu'en traduction, et j'ajouterais surtout en traduction poétique, surtout quand il s'agit de poésie contemporaine, il s'agit avant tout, dit-elle, de ressentir le texte de départ. Au bout du compte, la traductrice doit bel et bien comprendre le texte original, mais plutôt dans le sens de le prendre en soi, de l'embrasser dans son ensemble ou d'en avoir une connaissance intuitive, plus que cognitive. Pour ce qui est du jugement qualitatif que l'on peut porter sur une traduction de poésie, il restera toujours subjectif, influencé par nos goûts personnels et par l'air du temps. Je suggère donc qu'un poème mérite d'être traduit tous les jours et autant de fois que possible. La richesse de la traduction comme acte créatif ne se situe pas dans l'établissement d'une hiérarchie chronologique, quantitative, qualitative ou autre entre l'original et la nouvelle version, ou même entre les différentes versions d'un même poème. Mais la richesse se situe dans une fertile collaboration, coopération entre les textes sources et cibles, évidemment, mais aussi, le cas échéant, entre les divers textes cibles eux-mêmes, car il n'est pas rare qu'un même poème soit traduit à plusieurs reprises par différentes personnes ou à plusieurs reprises par une même personne. Mais trêve de théorie, j'ai promis au tout début de la conférence de vous parler d'une expérience tangible de traduction. Celle que j'ai choisie est celle de l'œuvre de la poète uruguayenne Tatiana Oroño. Les fruits du voyage dans son monde ont paru en juin dernier dans ce recueil ici que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vous en lirai deux poèmes tout à l'heure. Il s'agit pour moi d'une expérience extrême, d'abord parce que le livre aurait pu ne jamais voir le jour. L'Oreille du Loup n'a pas obtenu le financement tant attendu du Centre national du livre pour le faire paraître. En 2012, aucune de leurs demandes de subvention n'a été approuvée. Les temps sont durs pour la poésie.
Mais les éditeurs Myriam Montoya et Stéphane Chaumet ont foncé quand même. Ils sont poètes, convaincus que la poésie doit être lue, traduite, partagée sur la place publique. Traduire la poésie de Tatiana a été pour moi une expérience extrême, car la langue utilisée par la poète était résolument exploitée au maximum, dans toute sa matérialité, sens, son et espace. La poète, comme la traductrice, se méfie de la langue. Écrire pour Tatiana et traduire pour moi, c'est un violent corps à corps avec notre médium. La langue, c'est étirer les limites du dire et du possible de la communication. Pour Tatiana, ce qu'il faut dire a des fissures. Cela est encore plus vrai peut-être pour la traductrice de poésie, qui doit entrer à pieds joints dans les fissures du langage de l'autre, à l'aveugle parfois, sans savoir ce qui l'y attend. Et elle risque gros. Elle risque de se perdre dans les méandres souterrains du poème, d'y rester prisonnière, ou pire encore, de colmater les fissures. Car si la poète cherche à réparer la blessure fondamentale sans jamais y arriver complètement, comme dirait la poète argentine Alejandra Pizarnik, la traductrice, elle, ne peut se permettre d'aplanir la langue de l'autre ou de la guérir complètement. Et c'est bien là le miracle, la cohabitation de la blessure et du baume. La traductrice doit pénétrer les mots de la poète, certes, les comprendre de l'intérieur, les ressentir, mais lorsque vient le temps de les recréer, elle doit en respecter les silences. Fernand Verezen a déjà dit qu'une traductrice de poésie doit être prudemment herméneute, temporairement philologue, et philosophe peut-être un peu, pour enfin devenir poète à son tour. C'est ainsi que j'envisage la traduction poétique. Elle implique d'abord une reconnaissance de l'univers du texte original, suivie d'une tentative de recréation en langue d'arrivée, visant à une résurrection, souvent difficile d'atteindre, mais jamais complètement impossible. Comme traductrice, je traduis d'abord toujours pour moi, c'est un acte égoïste, pour le plaisir, animé du désir de donner corps à ma lecture personnelle du poème, d'entrer en relation intime avec lui. Disons, dans un premier temps, c'est un acte égoïste. Pour moi, chaque acte de traduction constitue donc avant tout un dialogue privilégié entre deux interlocutrices, la traductrice et l'œuvre originale. Peut-être vous demandez-vous pourquoi je ne dis pas un dialogue entre la traductrice et l'auteur. Parce qu'on n'a pas toujours accès à l'auteur qu'on traduit, et parce que même lorsqu'on y a accès, on reste la seule responsable de ses choix interprétatifs et traductifs. Le traducteur, la traductrice, signe sa traduction. L'œuvre de Tatiana m'était inconnue lorsque les éditions de l'Oreille du Loup m'ont proposé de la traduire. Je n'ai pas voulu lire ce que d'autres en avaient dit, ni les traductions existantes dans un premier temps, et je n'ai pas vraiment voulu échanger avec Tatiana au début. Je voulais établir une solide relation avec les poèmes eux-mêmes, les lire, les sentir, les toucher de près, comme si c'était un peu les miens. Tatiana elle-même m'avait dit qu'il en existait déjà quelques versions françaises, qu'elle avait même participé à leur création. Mais l'Oreille du Loup m'avait demandé de produire des traductions inédites, et je n'ai pas voulu être influencée par les versions déjà publiées. À ce jour, je ne les ai toujours pas lues. À ce moment-là, je suis partie entre les lignes explorer les mots de ma poète. Et à ma première lecture, je savais que j'accepterais de traduire Tatiana. Son monde est intense. Il me ressemble. Les mots y prennent corps, disent, expriment la femme, les femmes, le désir, le désespoir, le cruel passage du temps. Je me suis particulièrement sentie interpellée par la conception de l'acte d'écrire qui s'y déploie, car la poésie de Tatiana est fondamentalement poétologique, autoréflexive. Pour elle, l'écriture est intimement liée à l'être au monde, au devenir de la femme. C'est un besoin impérieux, vital. Les mots sont comme autant de gouttes d'eau qui étanchent la soif des sentiments. Ce ne sont pas les mots qui blessent, mais leur absence. L'auteur écrit pour réconcilier les voix qui l'habitent et pour survivre, vivre, pour être une.
Mais l'écriture salvatrice ne réussit pas toujours à s'imposer parmi les activités quotidiennes obligatoires, incontournables, le travail, la routine, la famille, toutes ces choses qu'il y a à faire chaque jour quand tout ce qu'on a envie de faire est d'écrire. Dans la poésie de Tatiana, la femme travaille pour l'autre, les autres. Elle trime, lestée des reins à la nuque. Et au final, il n'y a poésie que lorsque la poète lui laisse libre cours, sans lui porter ombrage. Traduire Tatiana a été une des expériences de traduction les plus extrêmes que j'ai vécues à ce jour, en partie parce que je l'ai traduite non pas chez moi, au Québec, ni chez elle, en Uruguay, mais à l'étranger, en Allemagne. Je l'ai traduite dans l'appartement d'un ami à Berlin, un été, dans des cafés de Prenzlauer Berg. Entourée d'Allemands, la Québécoise a traduit l'Uruguayenne pour un public français de France. C'était pour moi un dépaysement total. C'était me mettre en danger, plonger jusqu'au cou dans les fissures du langage et me laisser porter par les mots de Tatiana, par ce silence, pour les reporter dans ma langue. Dès nos premiers échanges, j'ai fait savoir à Tatiana que ce qui m'importait le plus était que les poèmes traduits soient avant tout des poèmes, c'est-à-dire qu'ils conservent leur pluralité de signification, leur musique, leur silence auditif et visuel. Consciente que cette préoccupation pour l'effet entraînerait sa part de liberté ou de déviation par rapport au texte original, je lui ai assuré que j'étais disposée à lui expliquer toutes les solutions traductives qu'elle aurait du mal à comprendre. Car voilà, Tatiana aime le français. Elle le parle, elle l'écrit, par moments. Et la traductrice se sent toujours un peu sur la corde raide quand son auteur comprend la langue cible, sans toutefois s'y sentir assez à l'aise pour s'auto-traduire. Quand j'ai terminé le manuscrit, je l'ai envoyé à Tatiana, et c'est alors tout un dialogue virtuel qui a commencé entre la poète et la traductrice. Les deux avons posé bon nombre de questions, auxquelles nous avons souvent trouvé réponse. Parfois, il s'agissait du sens d'un mot, à d'autres moments, des sonorités à privilégier, ou encore de la mise en page d'un poème. Parfois, par exemple, les dictionnaires n'étaient pas en mesure de me fournir la signification d'un mot en usage en Uruguay. C'est le cas de panadero, qui, dans le poème Dentelle de Bruges, n'avait visiblement rien du boulanger, traduction qui viendrait immédiatement à l'esprit pour panadero. Il s'agit en fait d'un mot familier non répertorié dans les dictionnaires d'usage espagnol. Après un réel travail de détective sur Internet, j'ai fini par y voir un synonyme de villano, qui correspond au mot français aigrette, au sens de faisceau de poils ou de soie dont sont munis certains akènes ou graines permettant leur transport par le vent, nous dit le Robert. Plus simplement, vous savez, les pissenlits, quand ils sont blancs, alors le petit minou, là, c'est des aigrettes. Tatiana a confirmé ma lecture. Mais quelle n'a pas été ma surprise, cependant, quand mon éditeur, Stéphane Chaumet, a vu dans aigrette le grand héron blanc, premier sens du mot répertorié au dictionnaire. J'ai dû lui montrer la 5e acception d'aigrette dans le petit Robert pour qu'il soit convaincu qu'il ne s'agissait ni d'un faux sens, ni d'une impropriété, ni d'un québécisme. Parfois, c'était Tatiana qui ne comprenait pas bien mon choix de termes, et nous avons découvert que nous lisions les poèmes différemment. Par exemple, quand j'ai traduit Una tecla en el blanco par une touche dans le mille, Tatiana est vraiment restée interdite. Quand j'ai écrit le poème, m'a-t-elle expliqué, je pensais à une touche de clavier d'ordinateur qui fait apparaître une lettre dans le blanc de l'écran, ce qui créait pour elle un jeu de mots autour de l'expression dar en el blanco, qui veut dire toucher le centre de la cible, et qui faisait donc de l'écran la cible visée. Elle ne comprenait pas pourquoi j'avais utilisé « dans le mille ». Cela signifiait-il une mesure de longueur des milles, des kilomètres? Je n'aurais jamais soupçonné que le poème contenait l'image d'un écran d'ordinateur. Moi, j'y avais vu une touche d'instrument de musique, mais j'avais bel et bien compris l'idée de miser juste, ce que traduit effectivement l'expression idiomatique « dans le mille », mais il faut la connaître. Au bout du compte, cette richesse significative n'a pas cessé de nous émerveiller toutes les deux au fil de nos lectures contrastées. Tatiana et moi ne nous sommes jamais vues en personne, et si moi je savais de quoi elle avait l'air pour avoir vu des photos, elle ignorait ce dont moi j'avais l'air
avant de voir une vidéo de moi à une lecture de mes traductions de son œuvre en novembre dernier à Paris. Elle a été très étonnée de constater que j'étais dans la trentaine. Elle m'a écrit « Oh, ce que peut faire la poésie, une jeune fille si jeune et née au Canada. » Et pourtant, nous avons chacune l'impression de nous connaître intimement. Moi, parce que j'ai habité ces mots le temps d'un été d'abord, d'une année ensuite. Elle, parce qu'elle m'a vue, découverte, d'abord entre les lignes de mes traductions. Car une traductrice laissera forcément des traces d'elle-même dans sa traduction, qu'elle le veuille ou non. En novembre dernier, lors d'un colloque consacré à l'œuvre d'Alejandra Pizarnik tenu à la Sorbonne, la traductrice Sylvia Baron-Supervielle disait que la tâche de la traductrice de poésie consistait à transvaser un bon vin d'une coupe à une autre, et que si le contenant change forcément, il faut s'assurer de préserver l'élixir qu'il contient. Je ne peux m'empêcher ici de penser au vase communicant de Breton. Et j'ajouterai que le vin, bien qu'il change de coupe, garde idéalement l'empreinte de son verre premier, où il a pu s'aérer, et de la seconde coupe, où il pourra, espérons-le, bien vieillir. Vous aurez droit dans les prochaines minutes à une lecture de 2 poèmes aux accents d'Amérique. Aux accents d'Amérique parce que c'est une poésie d'Amérique du Sud qui vous sera lue dans un accent d'Amérique du Nord. Souhaitons que ce soit pour vous un savoureux dépaysement, une invitation à jouer au sport extrême de la poésie contemporaine, à entrer dans les fissures et à vous y sentir un peu aussi chez vous. J'ai choisi 2 poèmes pour vous. Si je vous les montre, vous allez dire, mais sont-ce des poèmes? Parce que ce sont en fait des poèmes en prose. Un au tout début du livre, en fait, Écrire, c'est le premier que j'ai traduit. C'est celui qui m'a le plus interpellée dans tout le livre. Et j'ai commencé par le meilleur. Bon, donc le premier s'appelle Écrire. Écrire pour être une, pour prendre corps. Mais avant, devoir faire 1 millier de choses. De ce fait, il en faut 1001 pour être une. Sur quoi écrire? Un conte impossible à clore. Devoir passer par 1001 pour arriver à une. Écrire est une fin qui se transforme avant de se réaliser. On écrit pour arriver, pour pouvoir arriver à être qui l'on est. Pour atteindre cet objectif, il faut en avoir atteint plusieurs et en avoir laissé beaucoup d'autres derrière. Par conséquent, arriver à être qui l'on est constituerait l'objectif de l'objectif de l'objectif. Une aiguille dans une botte de foin. On déploie toutes ses forces pour aller de l'avant. J'écris de l'avant parce que je crois que le passé est ce qui reste derrière. On s'efforce pour que le report n'affaiblisse pas la volonté d'écrire. On reporte à plus tard parce qu'on ne pourra écrire qu'ailleurs, un lieu que j'imagine être devant, c'est-à-dire après, puisqu'ici c'est impossible, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Mais le désir s'obstine, si bien qu'il force quand même. Sauf que le mouvement de traction constant, qui ne cesse et qui ne doit cesser, transforme le mouvement. Il peut le faire dévier en quête d'un raccourci qui me permette, quand je traîne, de poursuivre par le bas-côté. Par conséquent, écrire portera, derrière comme devant, la marque du drainage d'énergie déployée à faciliter l'occasion, à la guetter, à la savoir perdue, puis à faciliter encore un temps pour écrire, c'est-à-dire pour prendre corps. Aucune question ne l'occupera plus que celle-ci. Aucune page tournée sans retour en arrière. Je reviens au début. Écrire est une fin qui se transforme avant de se réaliser parce que les décalages, les substitutions et les détours des désirs de réalisation successifs dévorent l'énergie de l'attente. Comme si cela, le fait de perdre son temps à faire des choses qu'il faut faire plutôt que ce qu'il y a vraiment à faire, s'imposait comme une fin substituant la fin. Si cet effort pour se débarrasser des obstacles jalonnant chaque jour la route du projet d'écrire devient lui-même une course à obstacles,
il sera impossible d'arriver à être qui l'on est en suivant le droit chemin. Alors, on écrit sur cette impossibilité, par tous les chemins possibles. Alors peut-être le geste changera-t-il de direction? Écrire pour revenir aux origines, au troupeau, pour fuir cette persécution vers l'avant qui oblige à prendre corps de force. S'étendre de tout son corps dans la prairie, écrire dans les airs. Et j'ai choisi pour terminer un autre poème en prose pour vous décontenancer un peu. Et ce poème en prose est à la toute fin du livre, et pas à la toute fin, mais vers la fin. Et pour moi, il répond en quelque sorte à écrire. Alors c'est pour ça que j'ai choisi de les unir aujourd'hui. Et il s'intitule « L'inconfessable ». Vouloir me voir dans les kiosques, sur la couverture d'un livre, sur les étalages des centres d'achat. Et ce qui est plus honteux encore, il me le faut, lui. La nouvelle année s'annonce au moyen de faibles pointes de mal de tête, comme si on poussait très fort sur le bouchon du crâne. Comme si le corps était une épaisse bouteille de verre pleine de désirs embouteillés. Serait-ce pour cette raison que quand j'ouvre les yeux, je veux voir mon nom imprimé dans les kiosques? Et son bouchon est inamovible. Il n'y a pas moyen de vivre à l'extérieur de lui, libéré de lui, ni de se transvaser, d'en jaillir, liquide comme un bon vin, débouché. On fêtera cette année les 40 ans de 1968. Le corps est principalement constitué d'eau, mais il est solide, comme un meuble. Et il y a une chose qu'il faut savoir. Le corps n'appartient qu'à une seule personne. Il est son corps à elle durant une tranche de vie et rien de plus. Pendant l'enfance et même à l'adolescence, il est chair qui s'épuise, fait mal, demande, donne. C'est un logis qui vient avec un bail d'au moins 20 ans, parfois misérable. J'ai cohabité avec de perfides amygdales et des dents enclines à se carier. En plus, il y a toujours eu une lutte sans fin entre les dents et les ongles. Et ceux-ci ont perdu, rongé, malgré le piètre état des dents. Après, il y a eu des assemblées, des mobilisations populaires, des grossesses, des maternités, puis la fin des formalités. L'agencement des corps et les échanges ont ajusté, comme si c'était les leurs, toutes les parties et fonctions de la chair et des os. Puis, c'est moi qui ai fini par avoir mon corps, entre 20 ans et 40 et quelques. Mais à 50 ans, il est devenu évident que les choses étaient en train de changer. Le statut précaire du corps et de tout le reste. Un corps de la génération de 68 est une des premières victimes de l'ère des changements climatiques. Il subit des mutations, des évictions sans préavis. Les rides occupent le visage. Les cheveux blancs prennent possession de toute la chevelure. Vorace comme une jeune pousse, l'idée fixe du destin croît en étouffant toutes les autres. L'idée que le sort en est jeté. Par conséquent, on vit dans son corps et sur la terre, en état de fatalité. Tandis que le corps vieillit, prisonnier, les pensées tournent autour de lui comme des mouches dans un abri précaire, ou comme des marginaux autour de conteneurs à déchets. Il doit y avoir quelque chose d'immonde, murmure la pensée, qui ne dort plus, épuisée, éplorée. Une seule pensée, morte de faim. J'ai perdu mon corps et je suis prisonnière de cet autre, pensionnaire d'un corps qui croule. Je suis ma décomposition, muselée par les crèmes hydratantes et le gel d'estrogène. Quand viendra-t-on pour me jeter dehors? Quand est-ce qu'on me délogera? Je vis pour que le corps gâche de jour en jour l'identité que j'ai gagnée corps à corps quand le corps était autre, à moi. La peau n'est pas dure et elle ne durera pas.
Elle a des taches, des verrues, des grains de beauté. La caboche est coincée dans le goulot d'une espèce de bouteille de verre opaque, d'une espèce de délire. Je vois encore, je lis, j'écris. J'ai besoin de voir ce que j'écris dans les kiosques. Et j'ai besoin de lui, de l'autre corps, d'un autre, de l'autre. Il me le faut, le corps d'un autre, encore. Merci.